Ça, je te garantis que oui. Ouais, j'ai joué avec des joueurs, c'est pas leur faire injure, mais j'ai joué avec des clowns. Comme à confesse, Patrick Soula. Nous, on y naît dedans, on y vit dedans, on y grandit dedans, donc je sais pas ce qui se passe dans les autres sports. J'ai l'impression qu'à partir du moment où tu as la chance de pratiquer un sport, quel qu'il soit, il y a certaines valeurs qui naissent en toi, que tu as acquis au fil du temps. Le rugby peut-être un peu plus parce que c'est quand même un sport où la solidarité, du moins sur le terrain, elle est essentielle pour la bonne marche de l'équipe. On dit souvent, moi j'ai été élevé avec cet adage, une bonne équipe, c'est des individualités au service d'un collectif. Je pense que c'est la réalité. Alors peut-être que le collectif est plus important au rugby que dans d'autres sports, j'en sais rien. Il faudrait demander à des handballeurs, à des footballeurs, je sais rien. Mais nous, c'est vrai qu'il y a encore aujourd'hui, 20 ans ou 25 ans après ma dernière saison, j'ai encore des contacts avec plein de gens du milieu. Et puis tu peux te revoir plein de temps après, et il y a toujours une anecdote qui revient, une petite discussion qui revient, tu te rappelles, machin, un truc chouette, voilà. Je sais pas si c'est lié à ça, mais ça doit en faire partie. En fait, mes parents sont originaires du sud-ouest, de la région toulousaine. Mais moi, je suis né, j'ai envie de dire par accident, dans l'est de la France. Je suis né en Lorraine parce que simplement mon père était flic et il avait été muté là-haut tout au début de sa carrière. Et donc, est de la France, très football, pas du tout rugby. Ballon ovale, ils en avaient jamais vu, si ce n'est à la télé. Et donc, mon père avait essayé, avec des petits moyens, d'inculquer à travers la police, à travers ses collègues, des entraînements. Il n'y a pas de championnat, il n'y avait rien. Donc j'ai touché mes premiers ballons de rugby dans l'est de la France. Une dizaine d'années après, il a pu choisir de revenir dans la région. Donc on est naturellement, j'ai envie de dire, revenu sur Toulouse. Et là, bon, automatiquement, voilà, on habitait la banlieue de Toulouse, hein, Villeneuve-Tolosane pour pas nommer, pas de rugby, du handball, du judo, du football, du jeu à 13, mais pas de rugby. Donc voilà, il m'a dit, écoute, la commune la plus près, c'était Roques-sur-Garonne. J'ai fait mes premiers ballons à Roques-sur-Garonne. Et puis bon, côté pratique et tout, rapidement, je prenais le bus le mercredi, j'allais à Ernest Vallon, et mon père, à la sortie du boulot, me récupérait le mercredi après-midi à la fin de l'école de rugby. C'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas au pont jumeau, au vrai pont jumeau, les tout premiers ponts jumeaux, voilà. Écoute, ça en fait la particularité du rugby. J'ai vu dans tes questions que c'était le seul sport où la balle ou le ballon n'était pas rond. Je m'étais jamais posé la question d'ailleurs, tu vois. Souvent les commentateurs, les journalistes que vous êtes disent les caprices du ballon, qui jouent parfois des tours avec des rebonds parfois complètement imprévisibles. Ça fait aussi partie de la beauté de ce sport, de la particularité de ce sport. Si le ballon était rond, bon, déjà il aurait été peut-être moins facile à attraper, bien que les handballeurs s'en saisissent très bien. Je sais pas, c'est une des particularités qui fait que ce sport est quand même à part. C'est bien ça, c'est bien dit ça. Moi j'ai été élevé avec la philosophie, une équipe qui fonctionne, une équipe qui gagne, c'est des individualités au service d'un collectif et pas le contraire. Donc moi j'ai eu le privilège, la chance et la joie de jouer avec des joueurs de très grand talent, quels que soient les postes qui jouaient devant ou derrière, quelle que soit leur qualité, au-dessus parfois de la moyenne. C'est des gens qui se sont toujours noyés dans un collectif et se sont toujours mis au service de l'équipe. Jamais aucune tactique, aucun plan, aucune stratégie n'a été mis en place, du moins de ma génération, n'a été mis en place pour faire briller tel ou tel joueur ou pour mettre en valeur tel ou tel joueur. C'est plutôt le contraire, c'est le joueur qui avait des qualités, qui a mené les compétences à l'équipe et ça a fonctionné pendant quelques années, ça continue à fonctionner, je vois. Bon. Mais tu sais, franchement, je fais pas du politiquement correct, mais
même des gens avec des fortes personnalités, on citera des noms tout à l'heure peut-être, mais auxquels je pense, c'est des gens qui se la sont jamais trop pétés, qui se sont jamais mis en avant, voilà, ils dégageaient quelque chose de particulier de par leur qualité physique, technique, les deux réunis, mais toujours au service de l'équipe. On a toujours parlé au nom de l'équipe et jamais au nom d'un joueur. Ça, je te le garantis. Si quelqu'un de ma génération dit le contraire, je serais étonné, j'aimerais bien en discuter avec lui. S'il faut se jeter un peu à l'eau, première génération, je parle avant des années 90, le gars avec qui j'ai joué, même moi en jouant de devant, j'ai été capable de voir le talent de ce joueur, je pense que c'est Didier Codorniou. Voilà, de par ses qualités techniques. Franchement, c'est un beau joueur, quoi. Voilà. Ouais, devant, excusez-moi les gars, pour les autres, devant, pour moi, il y en a un qui se détache quand même, c'est Albert Sigagna. Insolent de sérénité, de zénitude, de très très fort techniquement, très fort stratégiquement, joueur très intelligent. C'est un mec qui serait né en Nouvelle-Zélande, je pense qu'il aurait été All Black, je sais pas combien de fois, mais bon voilà. Et après, sur la deuxième partie de ma carrière, je veux dire après les années 90, bon là je peux pas ne pas citer Philippe Carbo, peut-être le joueur le plus complet que j'ai trouvé et avec qui j'ai eu le privilège de jouer, joueur qui a joué à tous les postes à l'arrière, probablement même troisième ligne pour dépanner, et peut-être même talonneur, il faudrait lui demander. Un joueur complet, techniquement, physiquement, méchant comme la gale. Un joueur, tu peux partir à la guerre avec lui n'importe où. Voilà, et puis bon, je mettrai aussi quand même Christophe Dello, un joueur à part aussi, très à part, au niveau mental et avec un physique qu'aujourd'hui il ferait rire tout le monde. Il faisait déjà rire à l'époque, mais très très fort mentalement, très fort physiquement et très bon joueur. Il a fait les beaux jours des titres des années 90, quoi. Ça fait vieux con, hein, mais moi j'ai commencé vraiment avec, tu vois, dans les années avant 85, là, premier match de championnat que j'ai fait à Sauclière avec la fin de la grande équipe de Béziers. C'était la dernière année probablement, c'était en 84 ou 85, je sais plus. Ouais, donc il y avait la palme, tout ça, donc c'était... Bon, écoute, je pense que le rugby a énormément évolué, il n'y a plus à avoir peur, enfin... Oui, il n'y a plus à avoir peur, à craindre quoi que ce soit sur un terrain. Un mauvais geste, parce que tout ça, c'est tellement aseptisé aujourd'hui. Je dis pas que c'est pas bien, hein, bien au contraire. Hein. Protéger les joueurs, c'est très bien. Aujourd'hui, les joueurs, ils risquent absolument rien. Le plus gros risque, c'est de prendre une grosse cartouche ou de se faire renverser violemment par quelqu'un qui est lancé à fond. Et voilà, c'est dur physiquement, oui, mais ça l'était à notre niveau avec le niveau que nous avions tous. Là, aujourd'hui, les mecs, ils sont plus lourds, ils vont plus vite, ils sont mieux préparés. Ils s'entraînent beaucoup plus. Voilà, le défi physique est omniprésent. Je sais pas s'il y a pire ou mieux avant ou après. Aujourd'hui, la vraie différence, c'est qu'ils risquent pas de prendre un marron par derrière en regardant le tableau d'affichage ou s'ils battent un peu les corneilles sur le terrain. Hein. Ça, c'est fini. C'est fini. Donc, c'est plutôt bien. Mais bon, voilà. Il y a plusieurs peurs, t'es d'accord? Peur au sens propre du peur. Non, je pense pas, je crois pas. Je sais pas, je pense pas. Peur de l'enjeu, peur de perdre, peur de ça, oui, ça probablement. Et si tu l'as pas, c'est plutôt emmerdant. Mais non, nous, encore une fois, hein, je te dis, on fait pas les extraterrestres. J'écouterai les commentaires et les avis de tous ceux que tu vas interroger. Mais bon, il y avait un peu plus de risque avant de prendre un mauvais coup. Là, aujourd'hui, tu demandes à un talonneur aujourd'hui ce que c'est qu'une mêlée relevée. Il va aller sur Wikipédia, il va chercher mêlée relevée, si ça y est, j'en sais rien. C'est fini tout ça. Nous, à l'époque, c'était pas fini quand même. Hein. Il y a certaines équipes, certains joueurs que tu jouais, bon, tu savais où t'allais, quoi. Donc voilà, bon. La première fois, c'est grisant, voilà, je pense que tu te dis, bon, tu franchis un step, même s'il y a tout à faire, hein. T'as rien fait, t'as pas joué, t'as rien gagné, t'as pas joué, donc il y a tout à faire, mais t'as franchi un cap, tu t'es déshabillé avec l'équipe 1, voilà. C'était quelque chose de très particulier, de valorisant, enfin à titre perso du moins, voilà. Moi, la dernière fois, c'est le Stade de France, hein,
à la finale de 99 contre Montferrand. Franck Bello, qui était capitaine, m'avait fait la fleur, le petit privilège de dire un mot à tout le monde avant de rentrer. Bah, tu dis que c'est la fin. Hein. Le tout, c'est de s'y préparer, je pense, et de pas. C'est différent quand tu joues et puis qu'à un moment donné, t'as encore du temps devant toi, et puis que soit tu joues pas parce que t'es moins bon, soit tu joues pas parce qu'il y a meilleur que toi, soit tu joues pas parce que tu fais plus partie des plans de l'équipe ou du coach. Voilà, c'est différent. Quand c'est la fin, tu sais que c'est terminé. Tu peux pas aller beaucoup plus loin, quoi. Voilà. Chacun, je pense, a sa manière très perso de se préparer. Il y en a qui ont besoin d'évacuer stress, pression, ce que tu veux. Il y en a qui intériorisent, il y en a qui ont besoin de beaucoup de réflexion, il y en a qui méditent, il y en a qui écoutent de la musique. Bon, c'est très allemand, nous on n'avait pas ça hein, à l'époque, mais nous on n'était pas du tout du style à se filer des coups de tronche contre les murs, ou des coups de tête les uns contre les autres, ou je ne sais quelle encore caricature. Voilà, je dis pas que ça n'a pas existé, hein, je dis pas que ça n'existe pas encore. Moi, je n'ai pas connu trop. Évidemment, on s'est tous serrés dans les vestiaires, on s'est tous tapé les épaules en rentrant, comme tu le vois encore faire d'ailleurs. Hein. Mais nous, si on a à certains matchs importants, c'est vrai que déjà il y avait cette histoire de plus sortir à l'extérieur, tu vois, de s'échauffer complètement à l'intérieur. Voilà, chacun avait sa manière de se préparer, si tu veux. Je sais pas s'il y en a une meilleure que l'autre, mais le principal c'est celle que tu adoptes, que ce soit la bonne pour donner meilleur de toi-même dans la demi-heure ou l'heure qui suit, quoi. Voilà. Ça reste, jusqu'à la fin des temps, ça restera l'énigme rugby. Hein. Ouais, les avants et les trois quarts. Les gros, les gazelles, ce que tu veux. Bon, c'est chien et chat, c'est Tom et Jerry, c'est tout ce que tu veux, mais la finalité, c'est que ni les uns ni les autres ne peuvent fonctionner sans l'autre partie. Voilà. Mais bon, c'est vrai que ça chambre, et encore aujourd'hui, hein, même les anciens, les trois quarts, les gros, les mets, même dans les repas d'anciens que nous arrivions à faire avant la conjoncture, ça chambre plus facilement, mais il y a toujours cette notion d'avant trois quarts, de gros, de machin, de gazelle, de trucs, voilà, brut, de petits princes et compagnie. Bon, voilà. Je sais pas pourquoi. Écoute, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est que les uns sans les autres, ils peuvent pas fonctionner, quoi. Ça, c'est pas gentil, parce que moi, j'avais le numéro 2 et... J'ai toujours rêvé de jouer numéro 8, d'ailleurs. Le QI, bon, chez nous, ils n'ont jamais trop osé. et puis derrière, moi, j'ai connu des avants qui étaient sûrement beaucoup plus intelligents dans le jeu que certains trois quarts, et des trois quarts beaucoup plus bourrins que certains avants. Hein. Donc, voilà, non, écoute, bon, c'est... Je te dis, il faudrait remonter aux origines, comme on dit, pour voir aujourd'hui pourquoi il y a ce chambrage permanent entre avant trois quarts, souvent entre trois quarts avant d'ailleurs, et voilà, bon, ben, les avants, c'est les costauds qui gagnent des ballons, qui font le travail ingrat, qui sont pas souvent mis en valeur, enfin, voilà, qui marquent pas souvent d'essais, même si tout ça, ça a changé. Et les trois quarts, bon ben voilà, ils finissent ce travail, ils marquent des essais, ils brillent, ils sont souvent meilleurs joueurs de machin, truc chouette, machin. Je sais pas, écoute, moi je me suis, j'aurais pas échangé la possibilité de jouer derrière pour devant pour dessous, hein, franchement. Devant, ça c'est sûr. Et allez, je vais être pas très original, probablement numéro 8. Moi j'ai évolué physiquement, j'ai évolué différemment. Hein. Jusqu'en junior, j'ai joué pilier gauche, avec un physique pas loin d'être extraordinaire, mais par contre, bon, probablement un peu de tonicité. Et puis après, c'est dans les années... c'est en senior, hein. Je me rappelle, c'était Jean-Claude Scrella qui est venu me voir et qui m'a dit, écoute Patrick, si tu veux prétendre à jouer... au niveau supérieur, il va falloir que tu te reconvertisses au talonnage. Donc j'ai tout appris. Au talonnage, je me suis régalé, moi, hein, franchement, c'était bien. Hein. Bon, un trois quarts, ça passe un peu plus inaperçu. Hein. C'est moins marqué qu'un avant. Non, les avants, oui, bon, ben, souvent les oreilles. Hein, bien que quand tu es à l'étranger, ça m'est arrivé souvent de dire...
Aux États-Unis, ça, vous faites du wrestling, vous faites ça, non, non, de la lutte, du catch, tout ça, parce qu'ils ont un peu les mêmes oreilles que nous, quoi. Évidemment, pour un avant, les oreilles, quelques cicatrices, le nez parfois peut-être un petit peu tordu, mais bon, souvent une gentillesse et une sympathie inversement proportionnelle au gabarit. Bon, après, il y a des trois quarts aujourd'hui qui sont aussi marqués que peut-être pas les oreilles, mais qui sont aussi marqués que les avants au niveau du visage, des cicatrices. Et ouais, c'est ça, c'est surtout les oreilles, je pense. Comme tu dis, ce besoin de se toucher, de se serrer, de se machin, c'est aussi probablement de se rassurer. Hein. Enfin, je pense qu'il faut le dire. Se rassurer, je compte sur toi, je serai là, voilà. Sur un adversaire que tu vas jouer, l'appréhension, le machin. Je pense que c'est un moyen de se rassurer, parce qu'on sait que sans l'autre on n'est pas grand-chose, et lui sans nous, ben, ça peut partir en sucette aussi, quoi. Avant le match, je pense que j'étais plutôt calme. Je réfléchissais à des choses importantes. Tu sais, chacun a ses repères. Hein. Chacun va sur les pensées qui le rassurent, voilà. Non, moi, j'ai pas besoin de trop d'extérioriser. Mais encore une fois, moi, je te dis, moi, j'ai joué dans des vestiaires où il y a pas grand monde, personne ne se fait des coups de tronche et tout ça. Hein. Les plus, suivant les générations avec lesquelles j'ai joué, des gonzes qui étaient vraiment, qui avaient besoin de changer tout ça. Il y avait Christophe Delot qui était qui martelait. Albert, je te dis, c'était tout le temps des mots justes, des mots posés, souvent techniques, souvent trucs, tu vois, voilà. Moi, à titre perso, je pense que je me préparais individuellement, puis après, tu te retrouves sur toutes les valeurs qu'ils font. Tu allais parler à tes secondiers sur la touche, machin, truc, voilà, coup d'envoi, placé, truc. Tu refaisais un peu tes gammes avant de jouer, tu sais. C'est comme ça que ça se passait. Mais nous, on se préparait plutôt calmement, j'ai envie de dire. Je sais pas comment c'était dans les autres vestiaires, mais plutôt calmement, voilà. La différence avec aujourd'hui, je ne sais pas si aujourd'hui ça chambre, hein, je suis pas sur les bords de terrain, je sais pas, je me suis laissé dire que ça chambrait pas mal aujourd'hui. Déjà nous à l'époque, c'est fait nul de dire à l'époque. Hein. Déjà à l'époque, si tu chambrais, ben déjà tu pouvais en prendre une à tout moment. Hein, et tu réfléchissais qui tu chambrais et comment tu chambrais. Hein. Là aujourd'hui, tu lèves le petit doigt, comme je te dis. Ils ne risquent absolument plus rien à ce niveau-là. Donc ils peuvent peut-être se permettre de parler un peu plus et de chambrer un peu plus. Nous, il y avait quand même des réactions assez... t'étais orgé, tu faisais châtier, tu parlais un peu trop. Alors il y avait des mecs qui parlaient beaucoup, qui étaient un peu spécialisés là-dedans. Bon, je ne serais pas de nom, mais tu pouvais prendre la foudre à tout moment à l'époque. Hein. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, ils peuvent se permettre peut-être de l'ouvrir un peu plus parce qu'ils risquent absolument rien. À part de prendre une grosse cartouche qui va les désintégrer, ils risquent pas grand-chose de dangereux, quoi. Voilà. Ah putain, tu poses des questions dangereuses. Hein. Bon, un entraîneur tout seul, ça n'existe pas. Déjà à notre époque. Hein. Moi, je n'ai fonctionné qu'avec des duos, hein, voire des trios. Bon, un des entraîneurs qui marquait le plus, c'est un entraîneur que j'ai eu en cadet et qui arrivait du tout, mais voilà. Jean-Claude Sens, pour pas le nommer. Et puis après, quand tu joues en équipe 1, tout ça, moi j'ai commencé avec Jean-Claude Scrella et Pierre Villepreux. Pierre Villepreux, c'est probablement, bon, de toute façon, il est reconnu. C'est un des plus grands techniciens, tacticiens qu'il y a eu. Après, voilà, j'ai eu plein d'entraîneurs. Chacun, en fait, c'est un peu comme les joueurs. Les clubs, ils continuent, les équipes, elles continuent, les joueurs changent. C'est pas pour ça que l'équipe, elle va jouer forcément différemment. Et les entraîneurs passent, ils amènent chacun un petit peu leur pierre à l'édifice, leur marque, leur propre marque sur telle ou telle manière de jouer, sur tel ou tel truc. Nous, quand même, au stade, on a été pris. Enfin, c'est pas faire un jour aux autres équipes, mais on a été privilégiés. On a grandi quand même. On a été élevé à faire vivre le ballon, pas taper dans le ballon, le moins de tas possible. Le regroupement, c'est un accident. Voilà, donc c'était plutôt bien c'était pour tout bien quand t'aimes courir, quand t'aimes jouer le ballon. Voilà. Et Robert Bru qui a inculqué cette méthode là qu'on a appelée la méthode toulousaine là. Et puis le mérite de Pierre et de Jean-Claude, c'est de l'avoir fait pérenniser. Ensuite, il y a eu Christian Gageon qui a été très bien. Et puis après, bien sûr. Guy Novès, Serge Lahire, et puis le pauvre Daniel Santamons, plus tard, quoi, voilà. Chacun a amené sa pierre, chacun, voilà, avec ses qualités et ses défauts. Ouh, ça aussi c'est bien dit. Un entraîneur, il faut déjà croire à ce que
faut croire à ce que tu fais, ce que tu veux inculquer. Il faut être loyal, il faut être honnête. Tous les grands entraîneurs n'ont pas forcément été des stars ou des internationaux avec 80 ou 100 sélections. Mais après, il faut quand même un certain charisme, une certaine personnalité, il faut imposer ton message, il faut que ton message passe. En fait, c'est un manager, hein, c'est un fédérateur. Hein. Moi, je suis entrepreneur aujourd'hui, j'ai des entraîneurs à tous les postes. Hein. S'ils n'arrivent pas à fédérer leur équipe, s'ils n'arrivent pas à faire passer les messages, s'ils sont trop directifs, si savent pas parler, s'ils savent pas un truc, si les gens n'ont pas confiance en eux dans les gros services et compagnie, ça marche pas. Hein. Tu fais un service de merde. Je pense que l'entraîneur, c'est un petit peu pareil. Voilà. Aujourd'hui, s'il n'arrive pas à faire passer les messages, s'il n'arrive pas à fédérer, voilà, je pense qu'il peut pas plaire à tout le monde. Il faut pas qu'il essaye de plaire à tout le monde. En revanche, il faut que ce qui doit être uniforme dans l'équipe, c'est le message qu'il fait passer et le style qu'il veut donner à l'équipe. Voilà. Et ce qui est très important, c'est la manière dont il fait passer ce message. Le discours du coach avant un match. Avant le match, je pense pas. L'entraîneur, franchement, il a plus trop de rôle. Hein, enfin, moi, à mon avis. Et ce que j'ai vécu à mon niveau, j'ai pas le sentiment que c'était avant le match. Non. Avant le match, c'est plus les leaders de l'équipe, le capitaine, ton pilier. Tu parles à ton pilier. Enfin, je parle pour moi. Tu parles à ton seconde ligne. Voilà. C'est ça. Mais là, tu peux plus changer la donne. C'est trop tard. Ça, je te garantis que oui. Ouais, j'ai joué avec des joueurs, mais c'est pas leur faire un jour, mais j'ai joué avec des clowns. Bon, les gosses qui ont joué avec lui, ils le reconnaîtront. Alors avant un match, non pas trop quand même, parce que bon, après moi je suis bon spectateur. Hein. Il est capable de faire rire une assemblée après le match. Avant le match, il était quand même toujours très sérieux. Mais voilà, tu avais des candidats comme Christian Califano, tout ça. Bon voilà, c'est des gens, voilà, sur le match que tu jouais, tout ça. Non, c'est pas du tout interdit de rigoler avant un match, je crois pas. Je crois pas. Alors moi, j'ai pas trop connu ça, tu vois. Nous, on a fait toutes les étapes. Hein. Les premiers matchs sur la chaîne cryptée, où ils descendaient le mercredi pour te faire ton trombinoscope. Bon, maintenant, le trombinoscope, ils te font quelques minutes avant le match. Pourquoi veux-tu que ce soit déstabilisant? Tout est tellement... J'ai pas le sentiment, il faudrait demander aux joueurs... C'est vrai qu'aujourd'hui, là, ils ont de plus en plus tendance à rentrer à la mi-temps, quand on les laisse rentrer. Après, dans les vestiaires... il y a des choses qui ne doivent pas sortir du vestiaire. Donc, je pense que ce qu'ils laissent filmer à la télévision, c'est ce qu'ils veulent bien laisser filmer à la télévision. Je pense que quand ils n'ont pas envie, la télévision ne filme pas. Hein. Mais moi, je ne suis pas sûr que ça... Oh, ils auraient peut-être foutu dehors quand même. Je pense qu'ils auraient foutu dehors quand même. Ça. Ils n'ont rien à foutre là, à ce moment-là. Après réflexion, non. Je sais pas, mais je crois que ça m'aurait fait chier, quoi. Si, bien sûr, il y a eu quelques troisième mi-temps très très sympas et essentiels pour la bonne marche de l'équipe. Mais bon, voilà, c'est pas parce que tu es troisième mi-temps que tu te mets sur le toit systématiquement que tu t'arsouilles à chaque fois. Nous, par contre, tu vois, systématiquement, et je sais que ça se fait plus aujourd'hui, je crois pas, enfin du moins au Stade Toulousain, systématiquement, je pense que toutes mes années seniors, il n'y a pas eu un samedi ou un dimanche où toute l'équipe n'a pas mangé ensemble après le match. Je crois pas que ça existe, ça. Je ne crois pas. Aujourd'hui, je sais que bon, c'est fini, ça, je pense. Je suis pas sûr qu'ils mangent ensemble. Il faudrait demander aux gars aujourd'hui. Mais nous, c'était normal. Tu jouais le match. Sur la fin de ma carrière, il y avait déjà des sponsors. Il y avait déjà des beaux dégâts avec les sponsors. Donc tu serrais des paluches, ces machins, voilà. Après, tu allais boire un coup, une bière, un truc comme ça. Et après, il y avait le repas. C'était systématique. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui ça y soit. Je sais pas. Faudrait demander ça. Mais ça, c'était le truc. Par contre, la troisième mi-temps, boire un coup ensemble, oui, mais voilà. C'était pas systématiquement sur le toit. Tu n'aurais pas pu. C'était pas possible. Sans aucune hésitation. L'avant-match, ça t'appartient, ces trucs, il y a tout, l'appréhension, mais c'est comme tout, avant c'est toujours bien. Le meilleur c'est toujours avant. Non, l'avant-match sans aucune hésitation, pour moi du moins, hein. Tout est à faire, tu arrives au stade, tu descends, chacun va se préparer, il y en a qui allaient voir le terrain, il y en a qui restaient dans le vestiaire, il y en a qui allaient pas voir le terrain, il y en a... Putain, il y avait... Tu te prépares, t'as ton rituel, ta chaussette gauche, ta chaussette...
putain, si c'était à refaire tout ça. Et l'avant-match, sans aucune hésitation. J'en ai jamais fait, mais je pense que cadrage et bord, ça doit pas être sympa. Déposer ton gonze là, comme ça a été fait par le petit Lebel, ça doit être quand même jouissif. Bon, la fin de passe, oui, bien sûr, mais c'est donc déjà beaucoup plus classique. Après, moi, dans le rugby moderne et en ayant joué devant, une belle cartouche ou une belle percussion, c'est bandant aussi. Hein, donc, un cadrage de bord pour l'arrière et peut-être une belle cartouche pour devant, c'est sympa. Oui, mais alors nous, à l'époque, tu as le droit de filer des tampons à l'épaule. Maintenant, c'est terminé, ça. Déjà, si tu mets pas les bras bien entourés, ficelés, tout ça. Un tampon, c'est bien, ouais, c'est bien, c'est bien. Ça, et puis des belles percussions. Moi, j'ai joué avec des mecs qui faisaient mal, quoi. Tu sais, des mecs qui étaient durs au mal. Pas forcément hyper gaillards, d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, les hyper gaillards sont pas toujours les mecs qui font mal, c'est les mecs qui sont osseux, tu sais, qui sont un peu. Je me rappelle de Richard Castel. Tu te rappelles le 3e ligne, Richard? Personne ne voulait jouer à l'entraînement, c'était un Golgoth, quoi. Hein. Il avait les genoux à ça de hauteur, toujours à fond. Tu fermes ta gueule, tu vas te replacer. Nous, à d'autres époques, tu pouvais te relever et te battre. Enfin, te battre, filer 3 marrons, et puis ça partait un peu en sucette pendant quelques secondes. Là, aujourd'hui, tout ça, c'est plus possible. Non, si t'en prends un, eh bien, écoute, ça m'est arrivé d'en prendre. Tu fermes ta gueule, tu vas te replacer, et puis tu essaies de rechoper le mec, voilà. Faut pas se focaliser là-dessus, parce qu'après, tu passes à côté de ton match, mais bon. Moi, personnellement, non, ça n'a pas été dur. J'ai fait partie d'une génération, on a tous travaillé. Le rugby est passé pro en 95. Moi, je joue depuis 85. Tous les gonzes ont eu un métier, plus ou moins, voilà. Puis après, moi, je suis devenu entrepreneur. Tout en continuant à m'entraîner comme les autres et compagnie, voilà. Moi, je me suis arrêté, toute l'énergie, toute la pression, toute l'énergie, toute la passion que je mettais dans le rugby, je l'ai transféré dans mon boulot. Donc, j'ai fait une transition vraiment en douceur et ça m'a pas manqué. Je me suis occupé un peu des gamins juste après, l'année après l'arrêt de ma carrière. Bon, voilà, j'ai pas été d'accord avec certaines décision, je me suis retiré, je dis, bah écoutez, c'est pas grave. Non, mais non, personnellement et très honnêtement, non, ça n'a pas été très dur. Plutôt que superstitieux, il y avait certains rituels, certaines habitudes. Alors tu peux mettre ça, tu peux mettre le mot superstition sur ce que je faisais, enfin ce que nous faisions tous d'ailleurs. Hein. Wow, c'était surtout des trucs, tu sais, avant le match, oui, la manière de t'habiller, les chaussettes, les parties bien, les trucs, voilà, les bandeaux, pour ceux qui mettaient des bandeaux, le massage. Moi non, j'ai jamais mis de bandeau, rien, mais c'était plutôt, tu vois, la manière de t'habiller, de trucs, machin. Je sais plus, je veux pas te dire que je mettais mon soulier gauche avant mon pied droit, je me rappelle pas. Mais le maillot en dernier, les machins, truc, le petit bisou sur l'emblème du stade. Bon voilà, des conneries comme ça, mais c'est pas de la superstition, c'est des rituels, tu dis si tu fais pas, voilà, putain. Des superstitions, oui, il y en a eu quand même, hein. Christophe Foucault, pour pas le nommer, et il a porté le maillot de Bayonne pendant des années. Et le pauvre Jean Lacroix, je sais que ça, il continue à le faire. Il mettait l'eau de Lourdes sur la ligne d'essai pour les finales. Donc des superstitions, il y en a eu quand même. Hein. Il y en a d'autres sûrement que j'oublie. Mais moi, à titre perso, c'était plus des... Moi, je suis quelqu'un de très... je suis maniaque, tu sais, donc c'était plus du côté maniaque et rituel que superstition. Tu te rends compte, je réfléchissais l'autre jour, je me disais, en fait, quand même, c'est, hormis les entraînements, bien sûr, c'est quand même l'endroit de ta carrière où tu passes le plus de temps. Les matchs durent 80 minutes, toi tu y vas le mercredi, enfin maintenant ils y vont tous les jours pour l'entraînement, tu y vas avant le match, tu te retrouves après le match, tu te retrouves pour les trucs, voilà, le match dure que 80 minutes, tu additionnes le nombre de minutes que tu as fait dans ta carrière en jouant, mais je suis sûr que tu as passé beaucoup plus de temps dans le vestiaire. Donc c'est quand même un lieu important. C'est le QG, ce que tu veux. On peut tout y faire dedans. Hein. On peut se parler, on peut s'échauffer, on peut pleurer, il y a plein de choses à faire dans le vestiaire.
pense qu'il faut des couilles, mais je suis pas sûr qu'il en faille plus que dans d'autres sports ou dans d'autres trucs. Aujourd'hui. Moi, le mec qui monte sur un ring seul face à un autre, ou ceux qui se battent dans les cages, hein, les MMA et compagnie, ceux-là, tu me dis, ils ont des couilles, ouais, ok, ils ont des couilles. Bon, le rugby, il a vachement évolué, hein, je te le dis, il n'y a plus de mauvais gestes, il n'y a plus de mauvais coups, tu risques pas de te blesser sur un mauvais truc, je parle, tu peux être, il y a des blessures probablement plus graves qui risquent d'arriver, malheureusement. Mais elles seront liées à des faits de jeu, pas des agressions ou à des trucs comme il pouvait y avoir dans les... et encore, moi je te dis, moi je suis arrivé un peu après ça, même si j'en ai connu. Hein. Oui, il faut des couilles, je pense, il faut un peu de courage, mais je suis pas sûr qu'il en faille plus qu'ailleurs, quoi. Voilà.